Imaginez un monde dépourvu de ciel. Quelqu'un ou quelque chose l'aurait remplacé un jour par un plafond de métal. Au-dessus de nos têtes, aussi loin que porte le regard, de la ferraille tient lieu de ciel. Sous cette dalle de métal, des civilisations entières ont vu le jour. Elles ont grandi, décliné, disparu. Toutes ont emporté les mêmes questions. Personne n'a jamais su pourquoi ce lieu existe, comment les premiers habitants y sont entrés, ni qui s'étend de l'autre côté des parois. Des peuples entiers sont morts à l'intérieur de quelque chose sans jamais savoir de quoi. C'est comme ça que commence l'un des jeux les plus fascinants auxquels j'ai joué. Aujourd'hui, on est samedi, et comme chaque samedi, je vais vous raconter un jeu. Metal Garden. Quand le jeu commence, notre personnage est en train de fumer sa dernière cigarette. On est au milieu d'un campement de fortune, et la première chose qu'on voit, c'est une machine posée là, un mec, notre monture. Une masse de métal froid, immobile, qui ne vibre plus. C'est avec lui que les nomades parcourent la distance de ce monde, des étendues gigantesques qu'aucune paire de jambes ne pourrait couvrir en une vie. Il est en panne, et rien de ce qu'on tente ne le fera repartir. Plus de véhicules, plus de tabac, voilà le bilan du jour. Alors on récupère notre pistolet, des bottes à propulsion, et on grimpe sur une butte pour prendre la mesure des environs. La vue nous fige sur place. Une masse de béton s'étirant sur des millions de kilomètres peut-être. C'est là-dedans qu'on vit, un sentiment étrange se fait rapidement ressentir. Les graphismes dépouillés de ce jeu rendent tout bizarre, rien n'est tout à fait réaliste, et c'est justement ça qui met mal à l'aise. Le tout baigne dans une pénombre grise et verdâtre, comme si la lumière elle-même était fatiguée. Alors, on se met en route, à pied. On remarque le son de ce monde, ou plutôt son absence. Pas de musique, pas de voix. Juste le bruit du vent. Un souffle continu qui accentue l'impression de solitude. On croise les premières silhouettes vivantes, des mercenaires. Ils nous attaquent sans sommation. Alors, on utilise le pistolet, on abat les menaces. Pendant l'affrontement, on reçoit des balles. On découvre alors que dans Metal Garden, les blessures impactent le gameplay. Une blessure au bras et la visée se met à dériver. Dans une jambe, on se traîne, un torse abîmé et c'est la santé maximale qui baisse. Ces blessures peuvent s'additionner. Voilà la première vraie peur. Ce qui est effrayant, ce n'est pas ce qui nous tue. C'est ce qu'on devient en survivant. Un bras qui ne répond plus tout à fait, une jambe qu'on traîne derrière soi. On continue d'avancer dans un corps dégradé. Et puis, le dernier mercenaire tombe, le silence revient. Il ne reste que ce vent. C'est le rythme de ce jeu, quelques secondes de fureur, puis de longues minutes de solitude. Alors on continue, on croise des poteaux, des tronçons de route. Tout est recouvert par une végétation étrange, un feuillage aux couleurs éteintes, malade. Des cascades froides et grises. Ici et là, un arbre solitaire planté au milieu du béton. Une société organisée à la manière de la nôtre a existé ici. Il en subsiste des fragments posés dans le décor, les restes d'un monde oublié. Et alors qu'on explore, d'autres groupes de mercenaires nous attaquent. On riposte, on élimine les ennemis, et au bout d'un moment, on comprend la raison de leur présence. Ils encerclaient un campement, et dans ce campement, on découvre le carnage qui a eu lieu. Au sol, des corps, des dizaines de créatures humanoïdes, mais pas humaines. Au milieu du carnage, l'un d'eux vit encore. L'individu a été blessé gravement, alors on s'approche, on referme ses plaies avec ce qu'on a. Il se présente, c'est le roi des bêtes. Sa tribu porte un nom, les Rea Secretorum. Alors le roi nous raconte l'embuscade. Les mercenaires ont chargé sur le campement et massacré ses frères. La raison du carnage tient à une découverte que sa tribu n'aurait jamais dû faire. Ce monde est feuilleté, en couches superposées, des étages entiers de métal, et les siens viennent d'en dessous, des strates inférieures. Il existe dans cette structure une entreprise, le CSMG. Sa mission fondatrice, percer l'énigme de ce lieu, comprendre pourquoi des gens vivent enfermés ici, et ce qui s'étend au-delà. Récemment, cette entreprise a touché au but. Elle a percé un trou dans la mégastructure. Ils ont trouvé des réponses, mais au lieu d'informer la population, ils ont caché l'information. Mais la compagnie a su que l'information avait fuité, alors elle a engagé des mercenaires. C'est pour cette raison qu'ils sont tous morts. Avant de clore la discussion, le mourant nous met en garde. La route qu'on s'apprête à prendre dévore tous ceux qui s'y engagent. Et puis, il divague, il se lamente. Ses blessures sont trop graves, il ne survivra pas. On remarque alors qu'il a une clé. Il est mourant, elle ne lui sera plus d'aucune utilité. On décide de la prendre. Cette clé ouvre la voie vers le cœur envahi de la structure. Et la voix du roi faiblit pendant qu'on s'éloigne. Quand on se retourne, il ne bouge plus. Juste à côté, sous l'un des soldats tombés, on trouve un journal d'opérations militaires, des entrées par dizaines étalées sur plusieurs cycles. Ça commence par des listes de provisions pour plusieurs centaines de soldats et des ordres de marche pour une mission d'une distance insensée. Et puis ça continue par le récit méthodique d'une remontée à travers 2 strates complètes de mégastructures. L'auteur y note la peine des troupes à contrôler leurs mouvements à cause de la gravité plus faible des strates supérieures. On comprend alors que cette mégastructure est si massive que la gravité n'est pas uniforme partout. Il note aussi un avantage inattendu. Dans cette apesanteur relative, leurs gabarits font des merveilles au corps à corps. Et puis, le journal s'interrompt d'un coup, en plein inventaire de ravitaillement. Alors on continue, on retrouve des ponts, des viaducs. Plus rien ne circule depuis longtemps.
Les mercenaires, eux, se multiplient. Ils sont partout. Heureusement, en chemin, l'arsenal s'étoffe. Metal Garden distribue 3 armes en tout. Le pistolet du départ, un fusil à pompe et plus tard, un fusil de précision. On trouve le fusil à pompe, là, en avançant, posé sur le bord de la route. Un peu plus loin, au-dessus d'un bâtiment, une cachette. Une pile de vieux magazines et de journaux, planqués là par des mercenaires qui voulaient tuer le temps loin du regard de leurs supérieurs. Toutes les éditions datent de cycles entiers en arrière. La plus récente consacre sa une à un anniversaire, celui de la prise de contrôle de cette strate par le CSMG. On découvre un peu plus de contexte. Les gens nés dans cette strate ont des corps extrêmement sensibles aux ultraviolets. Alors les lampes du plafond, celles-là même qui réchauffent la chair des autres espèces, brûlent la leur. Le CSMG a conquis le pouvoir avec une promesse simple, baisser l'intensité des lampes. Depuis, cette strate vit dans une pénombre permanente. Ce monde ne vit pas dans le noir par accident. Des gens ont choisi l'obscurité, et une entreprise a étendu son influence grâce à ça. Et puis, plus on avance, plus la résistance s'épaissit, des mercenaires encore. Et puis des humanoïdes, comme ce croisé au camp, qui nous attaquent aussi. C'est une partie de la tribu qui a trahi le roi pour passer du côté de la compagnie. Ils forcent le corps à corps, leur arme courbe au poing. Alors on recule en tirant, on saute par-dessus les décombres et on utilise le fusil à pompe lorsqu'ils se rapprochent trop. On se retrouve ensuite dans une zone ouverte, jonchée de carcasses de voitures rouillées. On fouille comme toujours. Dans le coffre d'une de ces voitures, un journal intime. Celui d'Arissa Red, spécialiste en forage à la CSMG. Elle y consigne un savoir banal dans son métier. La compagnie bâtit ses grands chantiers par-dessus les ruines stratifiées des anciens États et des anciens royaumes. Ce site de forage ressemble aux autres, et pourtant, écrit-elle, le terrain l'a prise de court. Son équipe remonte sans interruption des plaques gravées, des mentions de villes et de pays dont il n'existe plus la moindre archive. Dans la dernière ligne de son journal, elle se demande ce qui a bien pu être trouvé dans la strate inférieure. Un début de réponse attend presque à côté. Sur un flanc de la coupole, des feuillages masquent un passage. Dessous, une zone dérobée. On trouve un nouveau journal qui parle d'inscriptions pictographiques. Elles sont liées aux ruines qui nous entourent. Ces vestiges auraient été construits par les Vilomir, un peuple ancien. L'histoire la plus célèbre qu'on garde d'eux raconte qu'un jour, ils ont entrepris de bâtir une tour pour toucher le plafond du monde. Et ils ont échoué, évidemment. Désormais, tout ce qui reste de cet édifice est ironiquement enterré sous terre. Pour sortir de cette zone, on doit résoudre un petit casse-tête. Plusieurs leviers à actionner dans le bon ordre, des manivelles à faire tourner pour remonter d'où on vient. À vrai dire, c'est plutôt simple. On remonte sans grande difficulté et on continue notre progression sur les routes remplies de voitures abandonnées. C'est là qu'on prend vraiment la mesure de notre équipement de nomade, des bottes à propulsion. Un double saut qui permet de se rattraper en l'air et d'encaisser n'importe quelle chute. On s'en sert pour franchir les gouffres, mais aussi en combat, en s'élevant au-dessus des mercenaires pour jeter des grenades dans le tas. On saute d'engrenage en engrenage, on traverse une nouvelle usine, et puis, au détour d'un couloir, le jeu nous offre sa scène la plus étrange. D'immenses éoliennes mécaniques qui tournent lentement sous le plafond de métal. En dessous, un troupeau de bêtes, paisibles, indifférents à tout. Un instant de calme, presque absurde. De la vie ordinaire dans un monde anormal. Et puis, en avançant encore, au bord d'une falaise, un corps nous attend. Un homme mort. En l'examinant, on découvre un dispositif logé dans son crâne, une sorte de clé USB. Les habitants de ce monde s'en servent pour archiver leurs souvenirs. Alors, on se branche dessus. Nous voilà en train de fouiller la mémoire d'un mort, couche après couche, jusqu'au souvenir qu'il a le plus soigneusement enfoui. On vit alors un souvenir précis du mercenaire. On est en garde, un parmi tant d'autres, posté dans l'angle d'une grande salle de béton. Au centre de la pièce se trouvent des dirigeants du CSMG. Ça fait des heures qu'ils débattent. Au fil des dialogues, on finit par comprendre la situation. L'entreprise a vu ce qu'il y avait à l'extérieur. Seulement voilà, le but ultime de cette corporation, c'est justement de trouver un accès vers l'extérieur. En accomplissant enfin la mission pour laquelle elle avait été créée, elle n'aurait plus aucune utilité, plus de raison d'exister. Sa valeur de marché s'effondrerait, ses profits cesseraient d'exister, parce que plus personne n'investirait en elle, précisément parce que l'objectif aurait été atteint. Alors, ils ont pris une décision, faire exploser cette sortie, condamner tout le monde pour continuer à gagner de l'argent. Ils ont décidé de cacher l'information, uniquement pour garder un avantage sur les autres entreprises. Mais il nous reste une incertitude. Rien n'indique dans ce souvenir que le passage ait déjà été détruit. Il existe peut-être encore. Alors, on s'accroche à cet espoir, on avance, peut-être qu'on a une chance de découvrir ce qui se trouve derrière ce plafond. Plus on progresse, plus les espaces qu'on traverse deviennent abstraits. Des machines dont on ne sait plus si elles sont anciennes ou récentes, des salles dont la fonction nous échappe, on perd la notion d'époque. Impossible de dire si on marche dans un passé ou dans un futur. Au loin, une muraille colossale se dessine, elle s'étend jusqu'à se perdre de vue. Sur la route, on traverse un campement où mercenaires et hommes bêtes vivent ensemble. Une note traîne là, elle répond à une question qu'on se posait. Pourquoi les humanoïdes dont la tribu voulait justement comprendre ce monde ont fini par servir la compagnie? La réponse tient dans un contrat. Ceux qui acceptent de garder le secret reçoivent des provisions, de la nourriture et tout ce qu'il faut pour survivre. Un peu plus loin se dresse un nouveau mur construit par la compagnie, encore plus imposant que les autres. Et, de l'autre côté, se trouve enfin un passage vers l'extérieur.
On enclenche un mécanisme, un portail s'ouvre, et on se retrouve projeté dans une arène naturelle. La compagnie envoie alors son dernier espoir pour nous arrêter, un robot de combat massif. C'est le seul véritable boss du jeu. Le combat est différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Cette machine, il faut la démonter, pièce après pièce. On court entre ses tirs, on double saute par-dessus les explosions. Entre deux esquives, on monte sur le mastodonte et on vise ses modules. Les lanceurs pour faire cesser la pluie de roquettes, puis on tire dans la trappe qui donne un accès à sa carte mère. Chaque module détruit réduit la puissance du mastodonte, et quand il n'y a plus rien à détruire, le robot s'écroule au sol. Derrière lui, un bunker s'ouvre sur les profondeurs. Ce qu'on découvre en descendant est difficile à concevoir. Tout cet espace est en fait un immense conduit de refroidissement et de ventilation, installé sous la mégastructure. En dessous du sol sur lequel on marche depuis le début, il y a un vide gigantesque, une cavité que les bâtisseurs utilisaient pour refroidir l'ensemble. On comprend alors ce que la compagnie a réellement trouvé. Un passage de service, une ouverture technique qui débouche sur l'extérieur. La sortie est là, quelque part dans cette immensité. Alors, on plonge, on rebondit de cylindre à cylindre, au-dessus du vide. Au loin, l'un d'eux s'effondre dans un fracas. La démolition a commencé. La compagnie est en train de détruire la sortie pendant qu'on court vers elle. En contrebas, une installation attire l'œil. On dirait une salle de serveur. Alors, on la remet sous tension et, pour la première fois depuis le début du jeu, on voit de la technologie fonctionner pour de bon. Des voyants s'allument, des machines reprennent vie. Un terminal affiche alors quelque chose d'absurde. Cet ordinateur est connecté depuis 27 milliards d'heures. L'écran indique que l'affichage a dépassé la mémoire maximale. Le vrai nombre est donc encore plus long. Concrètement, cet ordinateur, cette mégastructure, tout le monde qu'on connaît a été construit il y a au minimum 3 millions d'années. Plus loin, on actionne un levier. Un pont se soulève. Une nouvelle section s'ouvre. Au bout, on atteint le dernier mur de la mégastructure. On lève la tête. La paroi monte et disparaît dans la brume. On baisse les yeux, encore le même brouillard. Impossible d'évaluer les dimensions réelles de cette chose. On progresse le long d'anciens rails, ceux que les bâtisseurs utilisaient sûrement pour circuler le long de la paroi. Et, enfin, on découvre ce qui existe à l'extérieur. Une planète. Une planète entière, suspendue devant nous. Un terminal se trouve là, il nous explique tout. La mégastructure où on a passé toute notre vie a un nom, H5 Artifrix 7R16, et c'est ce qu'on appelle un monde de contrepoids. Concrètement, nous sommes sur une annexe. Il faut imaginer la construction principale comme un chantier. Un chantier commencé il y a des millions d'années, et dont les murs ont avancé à travers l'espace depuis tout ce temps. Et on ne saura jamais à quoi sert cette plateforme infinie édifiée dans le vide. Ce qu'on comprend, en revanche, c'est que l'espace n'est pas vide. Sur le passage de ce mur, il y avait des planètes. Et une planète, ça ne se déplace pas. Les bâtisseurs ont donc trouvé une solution, un contrepoids. Avant même de bâtir les murs d'une zone, ils installaient près d'une planète une structure toute petite à l'échelle du chantier principal, mais si dense, si lourde, qu'une planète entière peut se mettre à tourner autour. À partir de là, la gravité fait le travail toute seule. La planète est capturée, elle tourne autour de cette masse comme une lune autour de sa planète, enfermée sur une orbite stable. Elle ne menace plus rien, et le chantier peut continuer de grandir à l'infini. Ce plafond, ces plaines, ces ruines, tout notre univers n'est qu'une pièce annexe. Un outil de protection au service d'un chantier beaucoup plus ambitieux dont on ne comprend pas le sens. Les premiers habitants envoyés ici avaient une mission limpide, entretenir ce monde de contrepoids. Puis, les siècles sont passés, la consigne s'est perdue de génération en génération, et leurs descendants ont fini par naître sans savoir ce qu'ils faisaient là. Reste une dernière question. Où se trouve la construction principale aujourd'hui ? Le terminal y répond. Au-delà de la ceinture de Kuiper, à plus de 7,5 milliards de kilomètres de la Terre. Les gens qui vivent à son bord sont partis si loin depuis si longtemps que le souvenir même de ces petits mondes de contrepoids s'est éteint chez eux. Nous, notre espèce, toutes les civilisations qui se sont succédées sous ce plafond, le reste de l'humanité nous a complètement oubliés. Et l'échelle de cet oubli donne le vertige. Personne ne nous a enfermés par cruauté, on nous a oubliés, comme on oublie un outil dans un tiroir. Juste de l'indifférence. Mais il nous reste un dernier geste à accomplir. Une porte d'ascenseur est accrochée à la paroi extérieure. On l'ouvre, on monte dedans, et la cabine descend vers la base de la structure. Un message s'affiche à l'écran pendant la descente, et on mesure enfin l'ampleur réelle de notre évasion. C'est une fin ouverte. Au moment où on obtient la réponse qu'on cherchait depuis le début, de nouvelles questions apparaissent. À quoi ressemble l'humanité ? Combien d'autres mondes de contrepoids ont été construits, puis oubliés ? Le personnage a commencé en décidant de voir ce qui existe au-delà des murs, et il termine exactement de la même manière. Un homme en marche vers un inconnu toujours plus vaste. Enfin voilà, Metal Garden, en gros, c'est ça.